Il s'appelle Emilien Arnold, il est en Israël depuis 1998, à 18 ans. Il a pris ses valises, son Alia Story, c'est maintenant. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous présente Emilien Arnold, depuis 20 ans en Israël. Bienvenue Emilien. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Ça va, très bien. C'est sympa d'être venu nous voir pour nous raconter ton parcours d'Alia. Alors toi, tu es parisien, on va dire ça comme ça. Tu as un vrai Parisien, ouais. Et tu es monté à l'âge de 18 ans. Tes parents n'étaient pas super chauds, on va dire. On va dire que je pouvais monter en Israël si j'avais mon bac, et ma mère n'était pas très optimiste à l'époque. Elle pensait que tu l'aurais pas. Et je l'ai surprise, voilà. Un coup de chance. Ok, donc en fait, c'était quoi tes motivations ? Les motivations étaient assez pragmatiques au départ. L'idée, c'était de pouvoir mener une vie juive à peu près normale. Tu étais pratiquant ? Ouais, on était une espèce de vie pratiquante. Et j'avais comme exemple ma grande sœur qui a fait son Alia une dizaine d'années auparavant. Et l'autre qui avait fait ses études en France. Et qui avait galéré. Et qui avait plus galéré. Et moi, ça me parlait plus, à la fois pour la vie juive, et aussi pour quitter la maison en fin de crise d'adolescence. C'était bien aussi. C'était l'idée, le postulat de départ. Alors, elle avait galéré en France, pourquoi ? Pour passer ses examens ? Les examens de Shabbat, les fréquentations, ce genre de choses. Voilà. Bon, c'était une autre vie et ce n'est pas celle que tu as choisie. Exactement. Alors, on va dire que tu n'étais pas super sioniste à la base. J'étais normal. Voilà. J'étais pas contre, mais j'étais pas aussi idéaliste qu'aujourd'hui, on va dire. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, plus tu as passé du temps, on va dire, en Israël, et plus tu es devenu sioniste. Exactement. C'est au contact des Israéliens que je suis devenu un pro-israélien et un sioniste convaincu. Pourquoi ? D'abord, il y a une dynamique dans le pays, une dynamique entre les gens. Les rencontres qu'on fait, elles sont vraiment d'une autre profondeur que ce qu'on fait en France. Ça veut dire, j'ai senti que les relations avec les voisins, les relations avec les collègues, les relations avec les étudiants, elles sont beaucoup plus riches, beaucoup plus humaines, beaucoup plus chaleureuses, je dirais. Et ça, c'est très important. Ça m'a vraiment... je me suis ouvert... presque au monde, en fait, grâce à Israël. Un peu transformé. Ouais. T'es sorti de ta coquille. Je suis sorti de ma coquille. Je sortais aussi de mon adolescence, donc ça fait aussi partie du processus naturel, évidemment. Sûr. Mais c'était... pour moi, c'était important. Ouais. C'était important. Ok, bon, j'imagine qu'à 18 ans, forcément, tu as dû passer par la case armée, la case Tzahal. Je suis passé par la case armée. J'ai fait le programme Mahal du Nahal. J'y suis resté un peu plus d'1 an et quelques mois. C'était une bonne expérience ? C'est une expérience, j'ai pas particulièrement accroché. Ça veut dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais j'en suis pas particulièrement. J'ai pas pris plaisir, on va dire. Voilà. Pourquoi ? Qu'est-ce qui était difficile pour toi ? Je pense que j'avais un décalage culturel. C'est-à-dire, je connaissais pas forcément les codes. C'est important pour bien réussir son service militaire de connaître les codes ? Je pense que c'est très important. Sur la fin de mon service, j'ai accompagné d'autres Olim qui rentraient dans le programme. Et c'est vrai que leur donner quelques clés, ça les a beaucoup aidés. Donc moi, j'avais... Par exemple je sais pas, des petits trucs à savoir que les Israéliens savent depuis leur naissance sur la médecine de l'armée, je sais pas, je me rappelle plus, ça fait 20 ans, mais je veux dire, toutes les petites choses de l'armée, quoi, que les Israéliens sont biberonnés avec ça. Ouais. Et c'est vrai qu'un Français, même s'il a beaucoup de motivation, il y en a beaucoup, j'en ai vu, qui étaient à fond, qui des fois ont perdu pied pour des bêtises administratives ou des choses comme ça. Et c'est vrai que des fois, on a besoin d'être un peu accompagné. Pourquoi sinon, on paraît un peu comme un cheveu sur la soupe, on est un peu décalé ? Ouais, complètement. Déjà, l'expérience de Khayal Boded, elle est spéciale. Les Israéliens le savent, ça veut dire qu'ils essaient vraiment de le prendre en compte, etc. Mais on se rend compte à quel point... je me rends compte maintenant, en fait, de l'extérieur. Et je fais une petite parenthèse professionnelle. Je suis optométriste et je signe sur les formulaires d'inscription à l'armée. Donc, les gens viennent, je leur donne leur correction de lunettes et leur acuité visuelle. Et je vois les jeunes Israéliens qui arrivent, qui font ça à 16 ans et demi, 17 ans. La plupart arrivent avec leurs parents. Les parents ont le dossier avec le classeur, avec les documents bien rangés, la Teudat Zehut, et c'est tout juste, c'est pas le parent qui vient répondre aux questions et qui vient faire l'examen de vue. Donc en fait, les Israéliens sont extrêmement, les jeunes sont extrêmement accompagnés par leurs parents tout au long. Et je me rends compte maintenant que je comprends pourquoi, quand on avait un Yom Horim à l'armée et que les parents venaient, pourquoi ils venaient avec les casseroles de Koubé, pourquoi ils venaient avec la nourriture. Pour moi, c'était... J'avais jamais vu ça, quoi. Certes, j'étais Khayal Boded, mais je ne savais pas que les parents devaient venir à ce point se mêler. Les parents avaient le numéro de téléphone du commandant à l'armée.
Mais moi, je l'avais pas. Ça veut dire, c'était en tant que soldat de l'unité. Donc, il y a une sorte d'ingérence parentale que je découvre encore jusqu'à aujourd'hui. Au fur et à mesure. Ouais, c'est impressionnant. Alors, mais ça, c'est le côté un peu, comme tu dis, accompagnement. Mais le côté soldat dans l'armée, qu'est-ce qui est compliqué? Par exemple, tu me disais hors antenne, on parlait dans le talkie-walkie, quand on doit se donner des ordres, il y a une façon de le faire. C'est vrai que moi, j'ai eu du mal à me mettre à parler le tsahalite, quoi. C'est un petit peu difficile pour moi. Et même quand j'étais en milieu, ces dernières années, j'étais dans un mode très civil et pas très militaire, mais ça, c'est peut-être ma nature, je sais pas. Ouais, c'est un poli, tu en robe. Oui, c'est ma culture et ma nature, on va dire. Ouais. Donc ça fait bizarre, quoi. Au talkie, d'entendre quelqu'un dire bonjour, merci. Oui, en général, je le passe à quelqu'un d'autre, faut être honnête. Voilà. Bon, ok, donc c'était pas ton truc, mais tu l'as fait quand même, et c'est tout à ton honneur. J'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, et puis tu as enchaîné ensuite des études. Mais alors là, c'était un peu compliqué parce que justement, quand on arrive dans un nouveau pays, malgré tout, même si c'est le nôtre, c'est pas facile de savoir, déjà aussi quand on est ado, qu'est-ce qu'on va faire de sa vie, quoi, tout simplement. Ouais, l'orientation, c'était pas quelque chose d'évident. Ça veut dire, je pense que mon alias, c'est une sorte de fuite en avant. C'est-à-dire, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai dit partons déjà en Israël, on verra bien. Et puis après, ça s'est enchaîné sur effectivement la Mérina, l'armée. On était toujours dans le flou. Et je croyais avoir une envie, mais je me suis rendu compte que ce n'en était pas vraiment une. C'était l'informatique. À l'époque, c'était... c'était in. C'était in, la high-tech, l'Internet qui débarquait. Tout le monde voulait aller au Ternion. C'était quelque chose qui donnait très envie. Donc, tu as commencé. Et j'ai commencé et je me suis cassé la figure. C'était trop dur. Ça veut dire que la ligne de code, je sais à quoi ça sert, mais ça m'intéresse vraiment pas. T'étais pas du tout dans ton élément. J'étais... je pense que j'étais... j'ai été dépassé par le truc et je me suis rendu compte que je suis allé selon mes envies du moment et c'était pas du tout un choix de carrière en fait. Donc plusieurs années après, je suis toujours d'accord avec moi-même. C'était pas du tout un choix de carrière pour moi. Donc c'est pas évident, j'imagine. À cette époque-là, tu devais te sentir très difficile et j'ai eu la chance d'être beaucoup aidé et guidé par un endroit qui s'appelait à l'époque le Mahon Hadassah, qui aujourd'hui a été amalgamé avec ce qu'on appelle le Mahon Adam Milo. Qui fait de l'orientation professionnelle. Mais ça, c'est important parce que pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas trop vers quoi s'orienter... c'est un conseil que je donne à tous les jeunes en Israël, qu'ils soient israéliens de naissance ou olim. Faites-le. Les études en Israël, elles ont un coût... exorbitant. On peut le dire. En tout cas, important. Ouais, c'est très cher. Et tout le monde les commence relativement tard, donc il faut quand même faire ça de manière efficace et bien rangée. Donc, Mahon Adam Milo. Mahon Adam Milo. Ils ont un site internet, ils ont toujours leur branche de Jérusalem à quelques dizaines de mètres d'ici. Ils sont extrêmement professionnels, enfin en tout cas la personne qui m'a reçu à l'époque. Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, ils ont déjà une bibliothèque de carrière, donc avec des métiers. Donc à l'époque c'était sur papier, je pense qu'aujourd'hui ils sont passés à l'informatique. En tout cas on peut ouvrir un dossier avec un métier, avec des témoignages de gens, comment ils y sont arrivés, quel type d'études ils ont fait, cours du soir, mi-temps, études intensives, université Mirklala, toutes les options pour chaque métier. Pour chaque branche d'activité, les différents métiers qui sont envisageables. Qui sont envisageables, parce qu'à l'hôpital on peut être médecin comme on peut être balayeur. Donc ce genre de choses, vraiment c'est vraiment classé de manière thématique. Et en parallèle, j'ai fait une batterie d'examens psychotechniques, sociométriques, des entretiens pour voir quels sont mes goûts, mes envies, mes compétences. Donc à partir du moment où on rentre là-bas, ils ne nous lâchent pas jusqu'à temps qu'on trouve une solution. Exactement. À notre problème. C'est payant ? Alors à l'époque, il s'agissait d'une somme assez rondelette. Je crois que c'était aux alentours de 1000 et quelques shekels. Donc aujourd'hui, on devrait sûrement voisiner les 2000 si je ne me trompe pas. J'ai été subventionné par, je ne sais plus, c'était l'armée ou l'Unifan de l'époque, mais peu importe. Il y a sûrement moyen de. Je fais confiance à... Donc c'est une solution, vous savez qu'aussi aujourd'hui... C'est surtout, quand bien même il faudrait le payer de sa poche, 2000 shekels par rapport à une année universitaire gâchée, c'est rien. Et c'est surtout une orientation pour la vie. En tout cas, pour ton cas, c'est ce qui s'est passé. Pour moi, ils ont eu raison. Ils n'ont peut-être pas raison à 100%, mais en tout cas, ça permet d'avoir un autre regard sur soi-même. Et moi, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis de choisir mon métier. Et je ne regrette absolument pas. Voilà. Donc, tu es aujourd'hui optométriste. Donc, tu as décidé de faire ces études-là grâce à ce Mahon.
c'était des études qui t'ont bien correspondu, c'était chouette. Je Alors, sais que tu aimes ton métier, mais fait, les études aussi. Les études m'ont beaucoup plu. D'abord, le cadre de la Mirclala, Mirclala Tadassa, qui est aussi juste là, c'est un cadre assez réduit. C'est des classes d'une trentaine d'élèves. On a un rapport assez... on n'est pas perdu à la fac, quoi. Non, on n'est pas perdu à la fac. Et je sais ce que c'est qu'être perdu à la fac, parce que j'ai fait la Mérina à Arad Sofim, qui est un campus gigantesque, et ça n'a absolument rien à voir. Voilà, donc c'est des petites classes, petits effectifs, des gens avec qui on passe 4 ans, on est tout le temps les uns avec les autres, donc on a des liens très très forts. Les profs et tous les intervenants sont très proches des élèves, donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup servi, beaucoup aidé. Est-ce que tu étais à cette époque-là très actif au CNEF, ou tu avais déjà... Le CNEF m'a accompagné dès le jour de mon alia. Et donc ils m'ont accueilli à la descente de l'avion. Et quand j'ai découvert que c'était la suite de Tikveteinu, qui était mon mouvement de jeunesse à Paris, j'ai accroché tout de suite. Donc, et tu as continué pendant tes études? J'ai continué pendant mes études. J'ai connu le CNEF à l'époque où il était dans un petit grenier à Malot Daphna. Et c'était, à l'époque, c'était vraiment de l'artisanat. Et aujourd'hui, c'est devenu... Voilà. Une grande association qui aide énormément de francophones, exactement. beaucoup d'étudiants. Ça, je veux dire que ça m'a énormément apporté pendant mes études. Bon, j'ai rencontré ma femme accessoirement, ce qui est quand même pas mal. Donc, en l'accueillant moi-même à la descente de l'avion, comme on m'avait accueilli, donc c'était un très bon retour d'ascenseur. Ouais. Et donc j'ai beaucoup... j'étais tout le temps en train d'aider les étudiants. J'ai travaillé aussi au Minala Student Team, quand on organisait des visites pour les groupes qui venaient visiter les universités. Donc on sent que le lien comme ça avec la France et l'espèce d'échange, c'est important pour toi. Pour moi, la France, je la renie absolument pas, la culture française non plus, et je pense que on bénéficie de deux côtés en fait. Ouais. Voilà. Alors aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, tu as monté, on peut dire quoi, un magasin d'optique. Un magasin d'optique, on va dire ça comme ça. C'est comme tu es optométriste, je ne savais pas exactement. Oui, d'accord, donc un magasin d'optique. Je suis opticien, optométriste. Ok, et ça s'appelle Essainai, c'est à Arroma. Comment on choisit sa ville d'intégration ? Ça s'est fait naturellement pour toi ? Ça s'est fait par rapprochement familial. J'ai ma sœur qui habite à Jérusalem, donc tout simplement. C'est là que je me suis vers là que je me suis dirigé en premier. Pourquoi Arroma ? Pour le magasin Arroma, c'était un choix. Je voulais vraiment être proche de ma clientèle. Alors, j'avais travaillé pendant quelques années en magasin, en canyon, en Merkaz Misrari de quartier, etc. Et j'ai préféré vraiment le contact de quartier. Les gens qui peuvent envoyer leurs enfants récupérer leurs lunettes à vélo, cette espèce de vie de village. Donc comme ça. Le quartier Arroma, pour ceux qui nous écoutent, c'est agréable à vivre quand on a une famille. C'est un quartier. Alors je n'y habite pas. Je ne fais que travailler là-bas. Mais effectivement, les gens sont très unis. Il y a une très belle communauté francophone. Entre 10 et 12% de la population, ce qui est pas mal. Mm-hmm. Pour un Israélien, ça ressemble à 60%. Allez savoir pourquoi. Donc c'est pas mon cœur de cible, mais je leur donne le service en français et à la française. Et les Israéliens, c'est un melting pot très, très Jérusalem, des gens traditionnalistes, religieux. Il y a la Yeshiva Taramor qui est arrivée l'année dernière, donc c'est vraiment... Il y a des gens chilonimes aussi, il y a des gens Il y a aussi des chilonimes, mais il y a une bonne intelligence, ça veut dire vraiment... Entre tout le monde. Pas de friction... Tout le monde est dans le même bain, dans les mêmes bouchons le matin, apparemment. Aussi. Ouais, moi je vais dans l'autre sens, donc ça va. Mais effectivement, c'est en train de s'arranger. Mais voilà, c'est un quartier qui est assez jeune. Il a une quinzaine d'années et il est très dynamique. Et voilà, c'est un plaisir de travailler là-bas parce que les gens comme ils sont légèrement excentrés du reste de Jérusalem, donc il y a un besoin aussi de se retrouver localement et d'avoir le service à proximité. Et pour moi, on va dire, c'est le plus grand plaisir de pouvoir avoir un patient qui rentre avec un problème et le ressortir avec une solution. C'est sûr. Et c'est moi qui ai tout fait. Ouais. Voilà. C'est ça, c'est chouette. Alors, on te souhaite bonne chance pour la suite de tes aventures. Juste pour terminer, qu'est-ce que tu retiendrais de ces 20 ans d'Alia ? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours là avec autant de plaisir ? Ce que je retiens de ces 20 ans d'Alia, c'est qu'on peut toujours apporter, en fait, même 20 ans après, à la société israélienne. Je l'ai vu évoluer, je la vois s'améliorer au jour le jour, alors peut-être pas assez vite aux yeux de certains, mais que ce soit en termes de qualité de service dans les institutions, dans les magasins, tout ça, que ce soit en termes de gastronomie, on peut enfin trouver du fromage français presque à tous les coins de rue. C'est drôle, parce que tu es arrivé il y a très longtemps et tu es toujours très francophone, quoi. Ouais,
Ouais, je pense qu'on l'est tous. Ça veut dire c'est très juif de rester sur le pays d'avant, que ce soit à la sortie d'Égypte, on restait avec le goût des plats égyptiens et qu'en France on était en train de parler des plats d'Afrique du Nord ou d'Europe et qu'aujourd'hui on parle un Tunisien qui est censé détester le fromage vous demandera de ramener un bon camembert dans sa valise. Donc c'est de France. Donc il y a toujours cette attache et voilà, c'est le ventre qui parle, il n'y a rien à faire. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Émilien, et puis bonne plaisir. Continuation. Merci beaucoup. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.